Au large de la côte sud de l'Australie se dresse une forteresse, séparée du continent par les eaux il y a 10 000 ans. Un abri merveilleux où sont venues se réfugier certaines créatures australiennes. Un monde à part qui façonne la vie des espèces résidentes comme celle de passage. Des espèces étonnantes, attachantes, menacées et dangereuses. Des luttes ont lieu sur Terre, dans les arbres, sur les plages et sous les vagues. Ici, la nature imprime un rythme particulier. Dans cette sorte d'arche de Noé, l'île Kangourou. C'est l'automne. La saison sèche laisse place à des vents plus frais. Un soulagement pour ces lions de mer australiens. Coincés entre deux parois rocheuses, léchés par les vagues, offrant un accès à des eaux riches, voici Seal Bay. Un quasi-paradis pour les lions de mer. Mais il ne s'agit pas seulement d'une station balnéaire où bronzer et dîner, mais d'un lieu où se reproduire pour 1 millier de lions de mer australiens, l'un des pinnipèdes les plus menacés au monde. Mais même ici, la vie n'est pas aussi idyllique qu'elle n'y paraît. Les lions de mer sont peu romantiques. Se reproduire peut être une affaire brutale et dangereuse. Surtout pour un jeune lion de mer mâle et solitaire. Se dressant entre lui et la possibilité de se reproduire, le maître de la plage, un monstre sous testostérone de 280 kg qui veut toutes les femelles pour lui seul. Mais l'instinct de reproduction est fort. Le jeune mâle se laisse nonchalamment porter par les vagues, tout en espérant qu'une occasion se présente. Et la voilà, une femelle isolée sur la dune. Le maître de la plage somnole. Le jeune mâle sort de l'eau aussi discrètement que possible, soulevant sa masse de 200 kg. Mais le maître de la plage a le sommeil léger. Il le faut, vu le nombre de prétendants. Il brise rapidement les espoirs du jeune mâle. Celui-ci devra attendre son tour. Avec la fin de l'automne, débute la saison des pluies. L'île Kangourou est la croisée de courants océaniques qui engendrent des hivers frais et humides et des étés chauds et secs. Avec le temps, ces pluies ont pénétré la couche de calcaire poreuse et dissous la roche pour former d'immenses grottes souterraines, des grottes qui témoignent du passé de l'île. Depuis des centaines de milliers d'années, les grottes de Kelly Hill ont été des pièges pour les animaux imprudents.
Les os d'espèces disparues depuis longtemps témoignent de l'époque où de grands marsupiaux prédateurs vivaient sur l'île. Le littoral australien actuel est le résultat de variations du niveau de la mer. Par le passé, l'île Kangourou faisait partie du continent. À la fin de la dernière ère glaciaire, le niveau de la mer est monté de près de 120 mètres et les prédateurs sont restés à l'écart de cette nouvelle île. Depuis, les grands prédateurs sont restés absents de l'île. Une situation dont les espèces tirent parti de façon fascinante. Voici les animaux les plus connus qui jouissent de ce havre de paix. Il s'agit des kangourous de l'île Kangourou, une sous-espèce de kangourou géant. Ils ont évolué sur l'île à l'écart des animaux du continent. En l'absence de prédateurs, ils sont devenus plus petits, plus lents, plus poilus, plus gros et apparemment moins vifs. Les kangourous sont des marsupiaux, un groupe de mammifères qui s'est beaucoup développé en Australie. Leur signe particulier, bien évidemment, la poche. Sur l'île, les petits n'ont pas grand-chose à craindre, dans ou hors de la poche. Les adultes n'ont d'ennemis que leurs semblables. Les pluies d'automne lancent les hostilités entre mâles. L'herbe qui pousse signale le début de la saison des amours. Les jeunes mâles passent leur temps à se battre. Ils ne sont pas encore assez forts pour blesser. Les adultes mâles, surnommés boomers, se battent pour de vrai. L'enjeu est le droit de se reproduire. Avec leurs griffes, ils s'égratignent. Mais le plus dangereux, ce sont les coups qu'ils donnent avec leurs pattes arrière. Ils se penchent, s'appuient entièrement sur leur queue et livrent de violents coups à l'abdomen. Un coup bien placé peut être fatal. Le vainqueur aura toutes les femelles du groupe pour lui tout seul. Tout près, des graines semblent pleuvoir d'un fil à eau. Cette pluie de confettis est le résultat d'une formidable histoire sur cette île. L'animal responsable de cette chute de graines, le Kakatoès de Latam. Cette petite île est le seul endroit au monde où l'on trouve cette sous-espèce. Ces oiseaux difficiles dépendent entièrement du fil à eau, un arbre tout aussi rare. Dans le sud de l'Australie, les fils à eau ont été abattus pour laisser la place aux terres cultivées et aux zones urbaines. Un vrai drame pour le Kakatoès de Latam. Il s'agit ici du dernier refuge pour l'oiseau comme pour l'arbre. Le Kakatoès passe des heures à arracher les graines. Curieusement, comme tous les perroquets, ils sont presque tous gauchers.
Ils se tiennent en appui sur la patte droite et manipulent avec la gauche. Il doit rester moins d'une centaine de ces magnifiques oiseaux. Cette sous-espèce est en voie d'extinction. La femelle pond un œuf durant la saison de reproduction, c'est-à-dire le moment où les filao donnent du fruit. Avec un taux de reproduction si bas, le développement de l'espèce reste long et fragile. Certains animaux de l'île n'ont pas ce genre de problème. Cette drôle de créature sait parfaitement s'adapter et prospère dans différents milieux. Un animal aussi attachant qu'étrange, l'échidné australien. Comme pour le cacatoès de Latam, il s'agit d'une sous-espèce de celle qui vit sur le continent. Les piquants qui le protègent sont en réalité des poils. Cet échidné n'est pas un mammifère ordinaire. Il appartient à une lignée ancienne et rare de mammifères appelés monotrèmes. D'ordinaire solitaire, cette femelle va bientôt devenir très populaire. Les jours raccourcissent, il fait plus froid, elle est en chaleur, les prétendants sont très nombreux. 10 mâles peuvent suivre une femelle en chaleur. Ils sont attirés par les bouffées de phéromones qu'elle laisse sur son passage. Elle n'est pas difficile. Elle pourrait s'accoupler avec tous. Ce phénomène peut durer jusqu'à 6 semaines. La saison de reproduction peut aller jusque dans les mois d'hiver. De retour à Seal Bay, la testostérone est source de chaos. Une femelle prudente émerge des vagues. Elle a été repérée par le jeune mâle. Le maître de la plage n'est pas en vue. Elle ne veut pas de lui. Elle est déjà enceinte. Elle ne sera pas disponible avant la naissance de son petit. Le mâle, inexpérimenté, n'y entend rien. Agressif, il la sépare des autres et la poursuit dans les dunes. Ce n'est pas le seul jeune mâle fougueux alentour. Pour elle, le danger est grand face à ces mâles maladroits et violents, désireux de s'accoupler. Par chance, ils finissent par se battre entre eux. Et elle prend la fuite. Maintenant qu'elle mange pour deux, elle doit se nourrir plus souvent. Elle retourne à l'eau, direction des eaux poissonneuses où c'est buffet à volonté. Mais pour cela, elle doit s'assurer de ne pas finir au menu d'un autre animal. Au large de la côte, nage l'un des plus redoutables prédateurs de la planète. Les grands requins blancs, au large de l'île, comptent parmi les plus grands requins, jusqu'à près de 7 mètres de long. Les mammifères marins font leur régal. L'île Kangourou et les eaux environnantes abritent les plus grandes populations de lions de mer australiens et d'otaries. Ils ne doivent pas seulement affronter des requins adultes affamés.
À cette période de l'année, les jeunes requins sont présents. Ils reviennent ici à l'automne, après s'être rassemblés au nord dans des eaux plus chaudes. Ils savent pertinemment où trouver les lions de mer. Ce requin à sang chaud est parfaitement équipé pour chasser dans les eaux les plus froides. Ses muscles qui se contractent rapidement peuvent le propulser en un instant à 50 km/h. Doté de 300 dents, il est fait pour frapper et tuer. Mais les lions de mer ne sont pas sans défense. La femelle enceinte est dotée d'yeux très sensibles à la lumière qui lui permettent de voir dans des eaux troubles. Elle est aussi plus agile que le requin. Elle nage très souvent en compagnie d'autres lions de mer. Ils sont alors plusieurs à rester sur leur garde. Elle se fait discrète, surveille les requins et guette le bon moment pour aller se nourrir. Dans les eaux plus profondes, les lions de mer ont une méthode ingénieuse pour échapper aux requins. Souvent, les requins nagent plus bas que leur proie et surgissent des profondeurs à grande vitesse. Alors, quand elle est à la surface, elle nage la tête inclinée. Un œil dirigé vers le haut, l'autre vers le bas pour anticiper toute attaque soudaine. Elle peut ainsi s'assurer de ne pas se trouver devant la gueule du requin, mais bien derrière lui. Après s'être nourrie de seiches et de pieuvres, elle retourne sur la plage. L'automne touche à sa fin. L'atmosphère semble chargée de romance. L'abondance d'herbes sur les reliefs attire d'autres espèces rares pour l'hiver. Les céréopes cendrées sont fidèles et reviennent ici chaque année pour se reproduire. Cette espèce d'oie vivait plus à l'est sur des îles isolées. Mais leur population déclinait. Elles ont été introduites sur l'île dans les années 1930 pour les sauvegarder. Celles qui sont nées ici sont revenues pour se reproduire. Leurs petits ont fait de même. Aujourd'hui, on en dénombre plus de 200. Des oies arrivent d'autres îles régulièrement à chaque saison des amours. Ce regain a été si fort que cette colonie est maintenant l'une des plus importantes au monde. Ce couple, arrivé dans les premiers, s'est trouvé un bon emplacement. Ils s'arrogent les portions d'herbe les plus grasses, un territoire qu'ils défendent de manière vigoureuse. Une fois l'acte reproducteur passé, la femelle pond ses œufs dans un nid que le mâle a construit et garni de son propre duvet. Elle se charge de la couvaison. Le mâle, lui, assurera sa protection durant 35 jours. Ces œufs de pluvier semblent être dans un lieu plus précaire, exposés aux mouettes et au vent du sud qui balaie les dunes de sable. Les pluviers vivent entre les dunes de sable et l'océan. Ils parcourent le littoral en quête de mollusques, d'insectes et de crustacés.
La survie des œufs dépend d'un habile stratagème des parents. Quand une mouette affamée se montre trop curieuse, les pluviers font diversion. Ils se rendent plus loin et se serrent l'un contre l'autre comme s'ils couvaient. Ce stratagème attire la mouette loin des dunes et loin du véritable nid. Cela semble fonctionner. Mais à l'horizon, s'annonce une menace bien plus grande. Le temps. Sur l'île Kangourou, l'hiver débute avec l'arrivée de vents froids depuis l'océan austral. Quatre semaines après avoir pondu, les oies forment une famille. À l'abri sur cette île, ce couple a réussi à garder 4 de ses 5 petits. Un taux de survie bien supérieur à celui qu'il aurait pu obtenir ailleurs. Les parents se partagent les tâches et veillent attentivement sur leurs petits. Dès le lendemain de leur naissance, les oisons broutent aux côtés de leurs parents et prennent rapidement du poids. Mais il leur faut attendre 1 mois avant de se doter de vraies plumes. Ils pourront alors regagner le continent. L'île Kangourou offre un vrai refuge aux espèces menacées. Mais cette réussite n'est pas sans danger. Même un animal adorable peut causer des problèmes. En 1920, quand le nombre de koalas a chuté sur le continent, 18 individus ont été introduits sur l'île Kangourou. Aujourd'hui, ils sont des milliers à se régaler dans les forêts d'eucalyptus. Les eucalyptus produisent des feuilles toute l'année. Mais comme elles fournissent peu de nutriments, les koalas doivent manger, et manger, et manger. Les koalas sont très forts et très agiles. Ils se déplacent aisément parmi les branches. Aucun eucalyptus n'est à l'abri de ces créatures voraces. Et sur l'île, c'est un problème. Sans prédateurs pour réguler leur nombre, les koalas détruisent peu à peu ce qui les fait vivre. Leur appétit insatiable laisse peu de chance à la forêt de s'étendre. L'homme tente désormais de réguler le nombre de koalas en les stérilisant et en envoyant certains d'entre eux dans les forêts du continent où le nombre d'individus continue de décroître. Dans l'eau, l'instinct de reproduction fait surgir des profondeurs des créatures fantastiques. En hiver, les seiches géantes quittent les lieux où elles se nourrissent pour venir se reproduire à l'abri des baies peu profondes de l'île. C'est l'espèce de seiche la plus grande au monde. Les mâles peuvent mesurer 1 mètre et peser plus de 10 kilos. Ses cousins des calamars et des pieuvres sont passés maîtres dans l'art du camouflage. Des organes spécialisés sous leur peau changent de couleur et de texture. Les seiches savent parfaitement se positionner pour devenir invisibles au milieu des algues. Les mâles se rassemblent, se battent pour s'imposer et improvisent d'impressionnants ballets pour les femelles. Ils ne sont pas toujours bien reçus.
Une fois qu'un mâle a trouvé une femelle consentante, il lui offre une protection en attendant qu'elle soit prête. Jusque-là, il devra repousser les nombreux rivaux qui tenteront de la lui voler. Parfois, quand le mâle se bagarre avec un autre, un mâle plus petit se fait passer pour une femelle et vient leur piquer l'objet de leur désir pour s'accoupler en toute hâte. Ce mâle ne se laisse pas avoir et chasse l'intrus. Si la femelle est d'accord, le mâle se met face à elle et ils se prennent dans les bras. Le mâle se sert d'un tentacule spécifique pour déposer un petit sac de sperme dans un organe situé près de la bouche de la femelle. Les nombreuses batailles laissent des traces. Et pour de nombreux mâles, cette danse est la dernière. À la fin de l'hiver, quand les femelles ont déposé leurs œufs sur le récif, la plupart des adultes sont morts. De petits manchots remontent la plage après avoir passé la journée à se nourrir dans l'eau. Il s'agit de manchots pygmées. Hauts de 30 cm, pesant 1,5 kg, ils sont victimes des chiens et des chats. Dans le sud de l'Australie, leur nombre diminue. Même ici, à l'abri sur l'île, ces petits manchots semblent disparaître. Personne ne sait vraiment pourquoi. Et cela semble surprenant vu le bruit qu'ils font. Les parents sont monogames et dévoués envers leurs petits. Ce petit a été choyé, c'est évident. Ce rejeton rondouillard perd son duvet. Il quittera bientôt le nid. L'aube approche. Les parents partent tous en quête de nourriture. Ils mangeront l'équivalent de 25% de leur propre poids en poisson et en calamar. C'est le début du printemps. La moitié des précipitations annuelles sont tombées durant les 3 mois de l'hiver. Pour les espèces de l'île, c'est période d'abondance. Au printemps, une autre espèce sous-marine se reproduit. Une créature fascinante réside dans ces eaux calmes au milieu des récifs recouverts d'algues. Presque invisible, en quête d'amour, un dragon de mer feuillu de la famille des hippocampes se cache. Les protubérances qu'il arbore sur son corps le font passer pour un brin d'algue à la dérive. La façon dont il se déplace renforce encore l'illusion. Ces protubérances ne lui sont pas très utiles pour se déplacer. Il est doté de 2 petites nageoires transparentes afin de se laisser porter et de trouver une femelle. Ce n'est pas seulement le roi du camouflage, c'est aussi un père dévoué. Quand il aura trouvé une partenaire, il portera ses œufs sur sa queue durant toute la période d'incubation.
La baie sur la côte nord offrira à ses petits un abri et une eau à température stable. De forts vents du sud font remonter les eaux froides à la surface. La température de l'eau restera fraîche tout le début du printemps. L'île Kangourou est léchée par les eaux. Son littoral irrégulier est parfois exposé, parfois protégé. Les animaux y trouvent toute l'année de quoi se nourrir. Pour les balbuzards pêcheurs, ce sont les conditions rêvées pour fonder une famille. Ce couple a bâti ce nid impressionnant, ou plus exactement le dernier étage du nid. Les fondations ont été faites par leurs ancêtres. Un nid de cette taille a été utilisé par plusieurs générations de balbuzards. Cet oiseau vit une dizaine d'années. Ce nid est le résultat de plusieurs décennies de construction. Cet héritage est le témoignage de ce que les eaux de l'île peuvent offrir saison après saison. À Seal Bay, la saison des amours bat son plein. Contrairement aux autres lions de mer, le lion de mer australien a un cycle de gestation de 18 mois. Les mamans de la baie ont à la fois des nouveau-nés et des jeunes de 18 mois. La période de reproduction varie d'une colonie à l'autre. Cela signifie donc qu'il y a toujours quelque part des femelles prêtes à s'accoupler. Ce mâle passe d'île en île en quête d'une partenaire. Il doit se présenter au bon moment. Les femelles ne sont en chaleur que quelques jours après avoir mis bas. Il n'est pas toujours le seul à se montrer intéressé. Le maître de la plage surveille les femelles prêtes à accoucher et leur bloque l'accès à l'océan. Durant cette période délicate, il n'ose pas s'éloigner pour aller se nourrir. Il va peu à peu perdre du poids et de la force. Produire du lait demande de l'énergie. Les femelles doivent aller pêcher plus souvent pour nourrir leurs petits. Elles multiplient les risques de se faire attaquer. Les blessures témoignent du danger encouru pour aller se nourrir. Les mères sont particulièrement exposées. Il y a 4 semaines, cette mère a mis bas. Elle et son petit se réfugient dans les dunes à l'écart de l'agitation. Mais il est une chose indispensable, aller se nourrir. La mère laisse parfois son petit seul 5 jours d'affilée. Sans se retourner, elle se jette à l'eau pour aller se nourrir afin de rester en bonne santé et produire le lait riche et gras dont son petit a besoin. Le jeune lion de mer prend 100 grammes par jour. Au milieu des dunes, loin des batailles, il est en sûreté. Sa mère, elle, l'est beaucoup moins. Elle devra affronter les requins lors de ses allers-retours pour aller se nourrir. Beaucoup de mères n'y survivent pas. Leurs petits sont affamés. Ce jeune lion de mer, âgé de 18 mois, n'est pas sevré. Il cherche désespérément sa mère. Paniqué, il cherche d'autres mamans qui produisent du lait. Elles ont leurs propres petits à nourrir et le repoussent.
Il a déjà perdu beaucoup de poids. Sa mère a dû être tuée par un requin il y a plusieurs jours. Il ne peut qu'attendre. Avec le printemps, les eucalyptus produisent de nouvelles feuilles. Les disputes se multiplient chez les koalas, nombreux sur l'île. Les femelles sont en chaleur. Les mâles se disputent avec violence le droit de se reproduire. Le vainqueur réclame son prix. La tendresse est loin d'être son fort. Heureusement pour les femelles, cela n'arrive qu'une fois par saison. C'est bien plus que suffisant sur l'île. L'abondance de nourriture et l'absence de prédateurs font que les koalas se sont multipliés. Ils sont tellement nombreux que les oiseaux, tels le méliphage à lunule, se servent de leurs poils pour garnir leur nid. Les forêts d'eucalyptus sont littéralement envahies. Mais les derniers rapports sont rassurants. Les programmes de stérilisation, de déplacement semblent fonctionner. Les koalas sont moins nombreux. La forêt reprend ses droits. Le koala est destructeur. L'échidné, lui, prend grand soin de l'écosystème de l'île. Quand il creuse, il balaie la couche de feuilles mortes et arrache les racines pourries. Ainsi, il améliore la qualité du sol. Il répand les nutriments, aide l'humidité et l'air à y pénétrer et permet aux plantes de pousser dans de bonnes conditions. Après toute une saison de reproduction, cette femelle se réfugie dans un tronc. Une naissance surprenante est imminente. Ce monotrème possède certaines caractéristiques des reptiles. Une température corporelle basse et une façon de donner la vie peu habituelle chez un mammifère. Chose étonnante, elle pond un œuf, duquel sort une minuscule créature, baptisée Puggle. Elle rampe jusqu'à la poche de la maman pour trouver le lait. La mère n'a pas de mamelles. Le lait coule dans la poche où le bébé le lappe. Produire du lait demande de l'énergie. La femelle doit se nourrir. Elle passe 18 heures par jour à chercher à manger. Durant 45 jours, le bébé restera dans la poche pour grandir. Elle le placera ensuite dans un terrier et reviendra tous les 5 jours lui donner du lait. À la fin du printemps, elle cessera de revenir. Son petit sera livré à lui-même. Son terrier lui servira d'abri face aux grands reptiles. Le varan de Rosenberg, présent sur l'île Kangourou, nous renvoie au temps des dinosaures. Il s'agit là du plus grand prédateur de l'île. Il peut mesurer jusqu'à 1,50 m et peser plus de 3 kg. Cette femelle entretient une étrange relation unilatérale avec les termites. À la fin de l'été, elle a creusé dans leur nid pour y déposer 13 œufs. Les termites ont ensuite réparé les dommages, créant ainsi de parfaites conditions d'incubation. Durant 8 mois, avec une humidité et une température idéale, les œufs ont incubé à l'abri des prédateurs et des pluies. Lorsque la température à l'extérieur est identique à la température à l'intérieur, les petits éclosent. Ils ont déjà de quoi manger. Les pauvres termites qui, durant tout ce temps, ont été leurs hôtes sans le savoir.
Une fois âgés de 4 mois, les petits s'extirpent de la termitière. Ils se dorent au soleil avant de partir en quête d'insectes et d'araignées. Une mission périlleuse. Ils sont les cibles des oiseaux. Seul 1 sur 12 survivra à la première année. Mais l'île Kangourou reste tout de même un refuge pour ces créatures. L'espèce a pratiquement disparu du continent. L'île représente leur dernier bastion. Sur la plage, d'autres petits font leurs premiers pas. Les pluviers ont non seulement réussi à passer l'hiver, mais également à protéger leurs œufs des prédateurs. Ils ont maintenant 2 oisillons. Mais ceux-ci ne sont pas hors de danger. Ils restent vulnérables face aux mouettes et aux oiseaux de proie, alors il faut rester vigilant. Sur la plage, ils sont au moins à l'abri de l'une des plus grandes menaces sur l'île, le feu. À l'approche de l'été, des vents chauds et secs soufflent depuis le continent. Au pied des arbres se forme une couche de feuilles sèches. Les immenses malis gardent leurs feuilles sèches. La situation est alors critique. La forêt devient une vraie poudrière. Tous les 2 ou 3 ans, la foudre ou un mégot malencontreusement jeté vient y mettre le feu. Alimentés par des vents océaniques incessants, d'immenses feux de brousse ravagent les forêts. Ils se propagent à toute allure et font fuir les habitants de l'île. Parfois, des dizaines de milliers d'hectares partent en fumée. L'échidnée ne peut pas s'échapper. Elle s'enfuit donc sous la terre. Ses piquants la protègent de la fournaise. Les eucalyptus sont très inflammables, mais ils se sont adaptés au feu et revivent rapidement. Certains dépendent même du feu pour produire des graines. Le lit de cendres qui recouvre le sol fait un très bon compost. Quand l'échidnée sent que tout est sûr, elle refait surface et repart en quête de nourriture comme si de rien n'était. Et en creusant le sol, elle participe au renouveau de la forêt. Sur la plage, le lion de mer isolé, loin des ravages du feu, est rongé par un mal infernal, la faim. Cela fait presque une semaine qu'il attend que sa mère revienne de l'océan. Elle a dû être happée par l'un des requins qui nagent alentour. Finalement, il entend un cri familier. C'est sa mère. Leurs cris et leur odeur sont uniques et leur permettent de se reconnaître l'un l'autre. Cette maman ne se reproduira sûrement pas avant 18 mois et pourra se dévouer entièrement à choyer et protéger son petit. Les mères de cette espèce sont extrêmement dévouées. Et sur l'île Kangourou, elles ont trouvé un refuge. Ici,
Sur cette île incroyable, coupée d'un monde qui change rapidement, des créatures rares et menacées ont trouvé un ultime refuge. La faune sauvage y prospère, loin des menaces du monde moderne. Les luttes pour survivre restent inchangées. Chasser les rivaux, trouver un partenaire, porter et élever des petits pour échapper à ce que la nature propose de pire. Mais ici, où le temps semble s'arrêter, la nature peut reprendre son souffle et ses créatures prospérer. L'île Kangourou est une véritable arche de Noé.